Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre des Arts pour cette nouvelle séance dans le cadre du cycle consacré au western cette année. Le mois dernier, nous avons vu Juger la loi qui nous a fait entrer dans la période du Nouvel Hollywood, puisqu'on a gardé un ordre chronologique. Et donc aujourd'hui, on va avoir un film de Sam Peckinpah, 73, Pat Garrett et Billy the Kid. Et je vous avoue que je suis très heureux de vous le proposer et de vous voir nombreux, puisque c'est peut-être une des séances qui me tenait le plus à cœur dans ce cycle. Alors je ne sais pas si... est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu Pat Garrett ? Ouais, quand même un certain nombre. Alors on reparlera en fait de différentes versions du film, évidemment. Je vais quand même dire quelques mots de présentation du cinéaste pour ceux qui ne seraient pas familiers. Donc de Sam Peckinpah, qu'on surnommait Bloody Sam. Sam le sanglant, parce qu'il a quand même alors déjà une place très importante évidemment dans l'histoire du cinéma. Il a été beaucoup il a beaucoup influencé d'autres cinéastes et il a laissé une trace quand même très importante, notamment dans le film d'action, on va dire. C'est quelqu'un quand même on peut noter qu'il a participé à la Deuxième Guerre mondiale. En 1943, il était dans les Marines en Chine. Il semblerait que c'est une expérience quand même qui l'a beaucoup marqué, justement, en termes de confrontation avec la violence. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a fait des études quand même à l'université, d'histoire. Ensuite, il s'est tourné vers le théâtre. Et dans les années 50, il a notamment travaillé comme dialoguiste pour Don Siegel, qui est un autre cinéaste important, qui va aussi traverser le Nouvel Hollywood, et vous connaissez sans doute certains de ses films comme L'Inspecteur Harry avec Clint Eastwood, qui est un film qui a fait polémique. En tout cas, Peckinpah a travaillé avec Siegel, même un peu au-delà des dialogues. Il a beaucoup prétendu qu'il avait notamment remanié le scénario de l'invasion des profanateurs de sépulture, qui est un des films de science-fiction importants de l'époque. Et puis c'est un cinéaste qui fait partie de cette génération de cinéastes du Nouvel Hollywood qui est passé par la télévision. Et donc effectivement à la fin des années 50, il a scénarisé et réalisé des séries de western. Et ensuite, il commence véritablement sa carrière au cinéma au début des années 60. Et son premier film vraiment réussi, c'est Coup de feu dans la Sierra en 62. Très très beau western qui déjà en fait pose un peu son univers, qui n'est pas tout de suite un film qui déploie en fait tout son talent pour la violence spectaculaire, mais un film qui pose déjà la question de la possibilité ou pas de continuer à faire des westerns à Hollywood, en tout cas des westerns dans la continuité de ce qui se faisait avant. Alors je ne vais pas vous citer tous les films, mais il y a quelques étapes quand même. Il y a Major Dundee en 65 qui est une première une sorte de brouillon en fait de ce que va être ensuite La Route sauvage. Major Dundee, c'est un film qui a, on va dire, à moitié un ratage, mais qui est très intéressant à regarder. Mais donc véritablement, j'en arrive au film qui a tout changé en fait, qui est une véritable déflagration cinématographique. C'est La Route sauvage, en 69. Et il fait partie de ces films qui ont lancé en fait le Nouvel Hollywood, et je vous en avais parlé un peu le mois dernier. Je ne sais pas si tout le monde était là, mais donc je vais peut-être pas tout répéter, mais avec des films comme Bonnie and Clyde, Le Lauréat, Rosemary's Baby, Easy Rider. Ça fait partie de ces films qui ont lancé ce moment hollywoodien dans lequel une nouvelle génération de cinéastes finalement est arrivée entre guillemets aux commandes après une période des années 60 où les studios étaient en crise et n'arrivaient plus, si vous voulez, à produire une offre qui intéresse le grand public. C'était un moment où il y avait quand même beaucoup de grosses productions, de surenchères, etc., qui ne fonctionnaient pas. Et puis les studios se sont aperçus qu'avec assez peu d'argent, en fait, il y a des jeunes cinéastes qui produisaient des films qui attiraient les foules, comme Easy Rider. Et puis on a donc petit à petit quand même donné leur chance à de nouveaux cinéastes qui vont changer la manière de faire des films, le contenu, la forme, avec une influence certaine des nouvelles vagues, des films européens, et aussi évidemment une
une volonté, si vous voulez, aussi de se rapprocher de ce qui intéressait les gens dans la politique, dans le quotidien, d'être plus proche voilà, de la modernité, de ce que vivaient les gens, et également dans la forme, dans la représentation. Finalement aussi de briser en fait finalement des tabous en fait dans la représentation de la violence, de la sexualité, la représentation des différentes marginalités aux États-Unis. Et donc, entre autres, effectivement, c'est la fin du code d'autocensure, du code Hays. Et donc, la Horde sauvage, dans ce domaine-là, en fait, a vraiment fait voilà, l'effet d'une bombe, en fait, puisque c'est vraiment un film où il y a des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Voilà, des fusillades vraiment extrêmement sanglantes, énormément de ralentis, quelque chose d'extrêmement, voilà, une représentation extrêmement chaotique de la violence. Bon, on en reparlera. Mais c'est un film voilà, extrêmement important, qui est un western voilà, un peu crépusculaire. Bon, il va faire d'autres films, mais celui que vous allez voir ce soir, donc date de 73, certains disent qu'il forme une sorte de trilogie avec Coup de feu dans la Sierra et La Horde sauvage. En tout cas, il arrive en 73 et donc à un moment où finalement le nouvel Hollywood est dans une phase en fait qui n'est plus du tout euphorique comme ça a pu l'être à la fin des années 60. On est plutôt dans un moment de grand désenchantement et globalement aussi dans le nouvel Hollywood, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est aussi un moment donné où il va y avoir un énorme travail en fait de réévaluation de toutes les mythologies qui ont été fabriquées par Hollywood précédemment. Donc il y a toute cette idée d'être en rupture en fait avec ce qui se faisait avant et en même temps de trouver une forme de continuité. Donc il y a quelque chose de très compliqué finalement à faire. Et là-dedans, donc Peckinpah propose un western qui ressemble finalement à une sorte, on en reparlera peut-être d'anti-western. Enfin, c'est assez complexe, mais voilà. Donc, je reviendrai peut-être sur le scénario juste après, mais juste pour le situer dans la carrière, en fait, il se trouve qu'en 72, donc juste avant, Peckinpah en fait signe un film avec Steve McQueen et Ali McGraw qui est The Getaway, Guet-apens, qui est donc un film de gangster en fait, qui connaît un énorme succès et c'est ce qui lui permet de mettre en chantier Pat Garrett vis-à-vis des studios, d'avoir un peu la main pour avoir des moyens pour aller le tourner à sa manière parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que Peckinpah en fait est une personnalité extrêmement difficile. Sur Major Dandy, en fait, 50% de l'échec du film lui est probablement dû, en fait, parce que c'est une personnalité qui ne supporte pas l'autorité, qui ne supporte pas la hiérarchie, le gouvernement et évidemment les producteurs. Donc toujours une relation extrêmement conflictuelle avec les producteurs. C'est quelqu'un qui était peut-être qualifié de bipolaire, mais qui pouvait être extrêmement impulsif, mythomane, alcoolique, colérique, violent. Enfin, il y a des dizaines de qualificatifs en fait qui peuvent lui être appliqués. Mais quelqu'un qui vivait en fait uniquement dans la recherche du conflit, d'une certaine manière. Mais en même temps aussi une personnalité, comme je vous disais, quand je dis bipolaire, c'est qu'il s'aliénait beaucoup de gens, mais il avait aussi une troupe de fidèles, donc des amis, des gens qui restaient avec lui. Donc c'est quand même quelqu'un qui était capable aussi, de construire des amitiés d'une certaine manière à sa façon, et qui avait une forme en lui de sentimentalité, quelque chose d'un peu désespéré, mais quand même qui était là et qui fait qui est sans doute à l'origine aussi de la beauté de ces films. Alors ce que je peux préciser, par rapport à ce film, sur les acteurs on en reparlera. Il y a James Coburn, Chris Christopherson qui incarnent donc respectivement Pat Garrett et Billy the Kid. Même si à l'origine, en fait, le scénariste qui a écrit Pat Garrett, il avait commencé à l'écrire en 70, il s'appelle Wurlitzer, et il avait en tête Bob Dylan en fait, pour jouer Billy the Kid. Mais Peckinpah en fait, a préféré embaucher Chris Christopherson, qui était une personne qu'il aimait beaucoup, déjà, qu'il connaissait,
et dont il appréciait la musique, etc. Et voilà, peut-être je vous raconterai plutôt après en fait de quelle manière Bob Dylan est revenu dans la production sur le tournage. Alors quand je parle du scénario, donc effectivement le film s'intéresse à l'histoire de Pat Garrett et Billy the Kid, qui font partie des personnages légendaires de l'Ouest, hein, de la conquête de l'Ouest. Alors, le film s'attache finalement à décrire ce qui se passe dans les 3 derniers mois de la vie de Billy the Kid. Et en fait, il se trouve que même si sa vie a été extrêmement suivie par les journalistes, alors il est mort jeune, hein, il est mort à 21 ans, c'était globalement plutôt un voleur, un hors-la-loi, on dit qu'il a tué une vingtaine de personnes, etc. Mais donc voilà, les journalistes en fait suivaient beaucoup en fait ses exploits d'une certaine manière. Voilà, ce que je veux dire, c'est que par contre les 3 derniers mois, on ne sait pas en fait ce qu'il a fait. Et il y a même en fait des gens qui prétendent qu'il est pas mort, etc. Bon, mais il faut avoir en tête que du coup le film est quand même un travail quand même d'imagination par rapport à ce qui a pu se passer dans cette période. Alors j'ajoute que c'est aussi une histoire très connue. Et qui n'est pas un suspense dans le film, donc je vais vous le dire, peut-être s'il y en a qui ne le savent pas, mais donc il est mort à 21 ans, Billy, tué par le shérif Pat Garrett. Voilà, donc le film, en fait, si vous voulez, postule ça dès le début, hein, donc c'est pas du tout un spoiler, mais je voulais le préciser parce que justement c'est pas l'objet du film et pour bien resituer les choses. Préciser aussi que Pat Garrett justement c'était le shérif du comté de Lincoln, puisque tout se passe au Nouveau-Mexique. Hein, proche de la frontière mexicaine, et que donc Pat Garrett, lui, il va être assassiné en 1908. Billy the Kid, lui, il meurt en 1880, si je ne me trompe pas. Et effectivement, voilà, c'est ça, en 1908, Pat Garrett sera assassiné dans des circonstances assez mystérieuses, et le film va vous proposer finalement une interprétation de ça. Juste un petit élément aussi avant de voir le film, parce que c'est pas un film qui... alors j'espère qu'il va vous surprendre en bien, mais c'est pas un film en fait qui explique beaucoup les choses, il a une structure narrative assez inhabituelle. Et donc parfois on va évoquer en fait des personnages ou des situations qui vous sembleront peut-être un peu nébuleuses. Je voulais juste donner un autre élément, c'est qu'à un moment donné il va être question du Santa Fe Ring, le réseau Santa Fe, qui est en fait une sorte de groupe informel de politiciens, d'avocats véreux, de spéculateurs. Enfin, en gros, voilà, une espèce de système de corruption autour de la question de la propriété dans le comté de Lincoln. Et toutes ces puissances d'argent, en fait, vont être au-dessus des personnages et vont un peu surdéterminer, voilà, effectivement, l'issue fatale de leur histoire. Donc, je vous disais, oui, juste pour terminer sur la question du tournage, l'histoire se déroule au Nouveau-Mexique, mais Peckinpah a tourné en fait son film au Mexique, à Durango, parce que pour lui le Mexique c'était une sorte de paradis en fait resté intact, comme un morceau, si vous voulez, de l'Amérique de l'époque de la conquête de l'Ouest, mais qui n'aurait pas été, si vous voulez, alors là je parle un peu à sa place d'une certaine manière, qui n'aurait pas été perverti par la civilisation américaine. Donc pour lui, il voit cet espace un peu comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu tourner là-bas, mais le tournage est extrêmement chaotique, plus que jamais, parce qu'il a toujours été avec Peckinpah depuis des années. Mais effectivement, on a quand même un Peckinpah qui est devenu alcoolique à un très très haut degré. Enfin, il est constamment ivre, il arrive le matin complètement bourré sur le tournage, il prend un pistolet pour tirer partout, le plus près possible des acteurs, il lance des couteaux, etc. Enfin, c'est vraiment très très compliqué à gérer. Mais bon, quand même, il sait à peu près ce qu'il veut tourner. Dans les conditions de tournage, on a aussi le fait qu'il y a énormément de poussière, tout le monde attrape la grippe. Ils se font tous injecter de la vitamine, etc. Enfin, c'est vraiment une épreuve. Le film prend 2 mois de retard parce qu'ils ont des problèmes au tournage avec des prises en fait qui sont floues, etc.
Voilà, tout ça pour dire que c'est un tournage dans lequel alors les frasques de Peckinpah en fait sont assez connues et font un peu les choux gras de certains magazines. Et pour l'anecdote, en fait, à un moment donné, donc les studios étaient très inquiets et l'équipe de tournage a décidé de faire une photo de promotion pour rassurer en fait les studios. Et donc ils ont mis en scène une photo avec Peckinpah allongé sur une sorte de lit d'hôpital, quoi, avec une perfusion, une infirmière, ses copains autour de lui. Et sauf que la perfusion, en fait, elle remonte et elle est branchée sur une bouteille de whisky, quoi. Et donc ils ont véritablement envoyé cette photo. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Et je crois qu'elle a même été publiée dans un magazine à l'époque. Donc il y a voilà un rapport quand même de provocation aussi envers les studios qui avec le recul est assez amusante. En tout cas, les studios ne rigolaient pas du tout, et donc ils étaient extrêmement alarmés parce qu'en fait ils voulaient, si vous voulez, avec ce film, ils se sont dit on prend Peckinpah, il fait un western, il va nous refaire La Horde sauvage, ça va être un carton box-office, il y aura de l'action, il y aura de la violence et tout. Voilà. Sauf que pas de bol, en fait, là c'est un film qui est très peu en fait tourné vers l'action. Vous allez voir qu'il est quand même globalement plutôt contemplatif, on va dire, tourné vers l'émotion, etc. Et donc les studios n'étaient pas du tout satisfaits. Voilà. Dernière anecdote, un peu triviale, mais bon, enfin, on est chez Peckinpah, mais quand ils visionnaient les rushs, donc avec le patron du studio, à un moment donné, ils ont regardé une prise de vue en fait qui était beaucoup trop sombre en fait au tirage, et Peckinpah en fait est devenu fou furieux en fait, il s'est levé et il a uriné sur l'écran en fait devant le patron du studio de la MGM. Donc c'est pour vous donner un peu l'idée du délire en fait, voilà. Donc ça pouvait pas bien se passer, quoi. Et effectivement au montage, Peckinpah a pris beaucoup trop de temps. Donc c'est un très grand monteur, en fait, c'est vraiment un des domaines dans lesquels il excelle, on en reparlera. Enfin, toujours est-il que les studios en fait étaient impatients d'avoir un retour sur investissement et ils ont coupé court, ils ont comment dire, remonté le film pour réduire la durée à 1h45. Ils l'ont sorti, le film n'a pas du tout marché, et Peckinpah évidemment était fou furieux, était extrêmement en colère. Voilà, de voir que son film était complètement mutilé. Et donc pour en arriver finalement à la question des différentes versions du film, il était donc extrêmement frustré, Peckinpah, mais il avait monté lui-même en fait une version qu'on appelle une version de preview, c'est-à-dire juste avant la fabrication de la copie finale, quoi, si vous voulez, donc qui n'est pas techniquement parfaite, mais qui contenait ce qu'il voulait mettre dans le film. Et donc il a chargé un de ses assistants d'aller voler cette copie dans les studios MGM. Et puis il l'a mis de côté en mettant un faux titre, etc. Il l'a stocké. Et cette copie a refait surface plus tard, en 88. Et elle a été montrée à partir de là. Ça s'appelait la Turner Preview Version. Et vous pouvez la retrouver sur l'édition DVD de 2005, si je ne me trompe pas en termes de date. 2005, où il y a un DVD qui sort avec une reconstruction du film, avec un travail de reconstitution du montage initial à partir des images originales, mais on n'est pas dans un traitement, si vous voulez, de restauration numérique comme on peut faire aujourd'hui. C'est cette version en général qu'on peut trouver un peu partout aujourd'hui, y compris en Blu-ray. Voilà. C'est effectivement la version qui est distribuée en salle aujourd'hui par Warner, à qui j'ai demandé la copie, effectivement. Il se trouve que l'éditeur Criterion aux États-Unis a sorti il y a un peu plus de 6 mois un coffret en fait, d'une nouvelle reconstruction du film qui, elle, en fait, repart du négatif original avec un vrai scan 4K, donc de très haute qualité, qui redonne la vraie colorimétrie du film de l'origine. Et voilà, et la copie est absolument sublime. Le coffret contient aussi une autre version preview. Enfin bon, je passe. En gros, il y a 5 versions, quoi, pour l'instant, quoi. En tout cas, voilà, laissez-vous porter par les images. Voilà, ne vous attendez pas à une nouvelle version de La Horde sauvage, mais voilà, laissez-vous entraîner par ce rythme très particulier. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente projection et j'espère qu'on se retrouvera juste après pour en parler. Voilà, bonne soirée. Ouais, j'aime beaucoup l'image de fin parce que, bon, c'est vrai, au fur et à mesure du cycle, on a évoqué un peu certains clichés du western et vous voyez que là, on a
quand même cette espèce d'image d'Épinal du cow-boy qui s'en va dans le désert à la fin. Alors c'est pas le soleil couchant, là c'est l'aube, mais c'est un cow-boy qui s'en va, pas du tout glorieux puisqu'il est caillassé par les gamins du village, quoi. Bon. Alors par rapport aux histoires de montage dont je vous parlais, je voulais juste ajouter une dernière chose qui n'est pas donc dans cette copie. À l'origine, en fait, dans les copies de preview qu'on trouve de Peckinpah, en fait, il avait ajouté à la fin à nouveau l'assassinat de Pat Garrett. On revenait sur la séquence en noir et blanc du début et on revoyait en fait son assassinat. Et il faut avouer que c'était peut-être un petit peu redondant quand même, donc je trouve que c'est assez normal que ça n'ait été pas retenu finalement dans la reconstruction. Mais toutefois, dans la version preview, il y a un texte de Peckinpah qui avait été ajouté à la fin, un texte explicatif que je trouve très intéressant. Je vais vous le lire si vous voulez bien. Je trouve qu'il éclaire assez bien en fait son attention. Et donc il écrit ce texte. Il dit ce que vous avez vu est l'histoire d'un autre temps, une légende, pas juste l'histoire de deux pistoleros. Pat Garrett fut exécuté par des tueurs à gages en 1908. Les commanditaires étaient les mêmes que ceux ayant payé Garrett pour tuer Billy, à savoir le réseau Santa Fe, dont je vous avais parlé, vous avez entendu dans le film. Garrett, rongé par la culpabilité, s'était rebellé contre ce réseau et avait exposé son implication dans le meurtre du colonel Fountain. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais bien qu'il semblât exister suffisamment de preuves pour aboutir à des condamnations, 4 des suspects échappèrent au procès et le 5e fut acquitté. Son avocat était Albert Fall, à la tête du réseau de Santa Fe. Plus tard, Albert Fall devint secrétaire à l'intérieur des États-Unis, puis fut destitué et emprisonné suite au scandale du Teapot Dome. C'est une affaire de corruption qui est liée aux concessions pétrolières. Et Peckinpah conclut le texte en disant « So what else is new ?» c'est-à-dire quoi de neuf sous le soleil. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui est réalisé en 73, donc c'est la fin de la période Nixon. Hein. Nixon, première élection 68, deuxième 72, et bête noire de Peckinpah. Et évidemment, toute l'affaire du Watergate, en fait, qui est en cours, hein, je pense, pendant le tournage. Si vous voulez, je trouve ça intéressant en fait de vous lire ce texte aussi. Ça raccorde avec le contexte politique du pays, qui explique aussi qu'on est dans un moment de défiance maximale en fait de beaucoup d'Américains envers la politique, en raison notamment de l'affaire du Watergate, mais aussi évidemment de l'opposition à la guerre du Vietnam. Et ça explique donc toute la sympathie que pouvaient attirer des marginaux hors la loi comme Billy the Kid ou un peu avant Bonnie and Clyde, quoi. Donc je pensais important de rappeler ce petit contexte. En tout cas, comme je vous disais au début, avant la projection, c'est quand même un film assez particulier. Enfin, je trouve qu'il a une structure narrative, enfin une façon d'avancer qui est tout à fait singulière. Et en le revoyant encore une fois, je me dis c'est assez étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de séquences qu'on pourrait enlever, ça fonctionnerait quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit Billy en train de faire la chasse au dindon là, avec Bob Dylan. Ok, mais ça fait pas avancer l'histoire, vous êtes d'accord ? Il y a des moments comme ça en fait où effectivement on aurait pu les enlever. Et en même temps, en fait, ils sont là, ils ajoutent quelque chose en fait à cette espèce de film qui est en forme de balade musicale. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on pense en fait à l'histoire, c'est quand même une histoire de traque, finalement, de chasse à l'homme, hein, Pat Garrett qui est après Billy. Et habituellement, dans les films, quand on a ça, on a quelque chose de beaucoup plus classique, c'est-à-dire qu'on a un scénario de poursuite avec des traversées d'espace, en général, qui se passent 2 fois. Si on pense à La Horde Sauvage, dans La Horde Sauvage, vous avez cette histoire-là avec un mercenaire qui est missionné pour courir après les bandits de la Horde Sauvage. Et dans le film, on voit bien on les voit bien traverser des rivières, etc., des paysages très identifiés. Et les mercenaires passent derrière, etc. Donc on a vraiment quelque chose de très identifié au niveau du parcours. Ici, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais on ne sait jamais vraiment où on est, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais c'est très difficile de savoir où on se situe dans l'espace. Et à part au début, évidemment, on est à Lincoln, on repère un peu Fort Sumner. Mais entre les deux, les personnages se baladent.
et franchement c'est très difficile de savoir où ils sont. Donc on a une espèce de flottement comme ça, où si vous voulez, voilà, comment dire, le film en fait passe son temps d'une certaine manière à nous perdre un petit peu dans ces méandres. On a l'impression de faire du surplace, ce qui est tout à fait inhabituel, voilà, pour ce genre de scénario. Et le film en ça, en fait, c'est vrai qu'il peut s'éloigner un petit peu du western, et lorgner un petit peu du côté du road movie, mais pas totalement. Le road movie, c'est un genre en fait qui est, comment dire, le genre typique du nouvel Hollywood, qui est issu du western, mais qui consiste finalement à faire un trajet inverse de celui du western, qui est plutôt orienté conquête de l'Ouest, donc vers la frontière, etc. Le road movie, c'est on va prendre la route, mais entre guillemets dans l'autre sens, avec un but qui est de rejoindre tel endroit, mais qui compte assez peu, et ce qui compte, ça va être le voyage. Donc, et souvent un voyage à deux, hein, typiquement Easy Rider, ou si vous avez vu l'épouvantail de Jerry Schatzberg. Et dans ce voyage, en fait, ce qui compte finalement, c'est les rencontres avec les différentes catégories de la population. Et il y a beaucoup, voilà, de gens différents, et il y a beaucoup aussi de désillusions. Si vous vous souvenez d'Easy Rider, évidemment, ça se termine très mal, et voilà, ces deux, ils vont sur la route plein d'entrain, et finalement, ils s'aperçoivent que l'Amérique profonde, c'est pas ce dont ils rêvaient. Donc il y a un petit peu de ça dans le film, parce que d'une certaine manière, les deux personnages, Billy et Pat Garrett, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais on a un peu l'impression par moments qui sont rapprochés par le montage, ce montage qui passe de l'un à l'autre, en fait, qui alterne, et qui d'une certaine manière, en fait, je trouve, les rapproche dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on reviendra sur le personnage de Pat Garrett, bien sûr, qui est une sorte de vendu, d'une certaine manière, mais qui passe son temps à regretter finalement le temps où il était ami avec Billy, et où en fait il était sous le même régime de liberté. Mais donc on a une forme très très étonnante où finalement le film passe son temps à retarder le moment fatal où il va falloir se diriger vers la fin qui est inéluctable, en fait, qui est la mise à mort de Billy, et un petit peu comme Pat Garrett, on a l'impression que le film rechigne à aller au bout. Et c'est pour ça que en fait, je pense qu'on pourrait encore ajouter des séquences, on pourrait en enlever, mais on pourrait aussi en ajouter un peu comme des couplets d'une grande chanson, quoi, d'une certaine manière. Et je trouve qu'à la fin, quand vous venez de le voir, quand Pat Garrett a enfin abattu Billy, il y a le tueur à gages qui s'appelle Poe, je crois, qui veut lui couper un doigt pour le ramener, et à ce moment-là il lui dit non très très fort. En fait, c'est une espèce de cri, et je trouve que ça résume un petit peu quelque part voilà, tout la tendance du film, en fait, qui est de dire non, en fait, on ne veut pas arriver jusqu'à cette fin atroce, et pourtant on s'y dirige, en fait. Donc tout le jeu consiste à retarder les choses, à faire des détours, et souvent il y a beaucoup de séquences, effectivement, où on voit Pat Garrett je sais pas, s'arrêter dans un bar et voir des prostituées, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il n'enquête pas. En fait, non, il ne fait que retarder finalement ce moment-là. Donc je trouve ça... déjà là-dessus, je trouve que c'est un film qui est quand même profondément original, et qui nous installe justement dans cette espèce de suspension du temps, et de résistance finalement à l'ennemi qui est, on va le voir, mais qui est effectivement cette avancée de la civilisation américaine à travers les puissances d'argent. Et là aussi, là où le film est quand même très différent, en fait, des westerns traditionnels, et quand même assez subversif, c'est que vous avez bien vu, il me semble, que alors vous avez effectivement cette idée que Pat Garrett et Billy the Kid finalement ont été autrefois des compagnons. Ils ont autrefois été, Pat Garrett a été autrefois hors la loi. Il y a des discours à certains moments sur comment dire, cette espèce d'absurdité, en fait, de se retrouver d'un côté ou de l'autre de la loi. Mais si vous voulez, Pat Garrett, lui, il a choisi d'incarner finalement la loi et l'ordre. Et
si vous voulez, si vous comparez aux autres personnages de western qu'on a vus jusqu'ici, comme par exemple Wyatt Earp, chez John Ford, c'était des personnages qui en fait s'inscrivaient dans la légende en apportant justement, en facilitant l'arrivée de la civilisation par l'instauration de la loi et de l'ordre, par la force, etc. Et c'était plutôt en général une bonne chose, c'était au service effectivement de la fondation de communautés, hein, on avait vu chez John Ford, donc quelque chose d'extrêmement positif. Et ce qui est très étonnant donc, dans ce film, et qui raccorde bien avec l'univers de Peckinpah, c'est qu'en fait c'est vu très négativement chez Peckinpah en fait, tout ce truc-là. Pour lui en fait, dès qu'on a l'arrivée entre guillemets de la civilisation, c'est-à-dire la constitution des villes, en fait, des citoyens, etc. Pour lui, ça amène immédiatement des gens qui vont être lâches ou hypocrites, soumis à une morale en fait qui est hypocrite. Et donc on a vraiment le contre-pied en fait, si vous voulez, de la construction habituelle mythologique des films, des westerns qui racontent l'avancée de la civilisation et qui racontent cette histoire de la conquête de l'Ouest. Et donc et je trouve que le film est très beau parce qu'il nous montre justement contre ça en fait le côté quasiment magique en fait du personnage de Billy. C'est un personnage très étrange parce que il existe en même temps dans le film, mais d'une manière. Alors il incarne évidemment la liberté absolue. Et en même temps, tout ce qu'il fait, en fait, on a l'impression qu'il le fait sans le moindre but, sans le moindre effort. Enfin, il est toujours en fait toujours un coup d'avance sur les autres, toujours une manière en fait, si vous voulez, de jouir en fait, si vous voulez, de cette espèce d'état de grâce dans lequel il se trouve. Et on voit bien que entre les deux, il y a effectivement Pat Garrett qui lui en fait a perdu en fait tout ça, puisqu'il s'est vendu aux puissances d'argent qui ne font que faire reculer ce territoire de liberté. Et je trouve que les deux acteurs sont quand même absolument géniaux, hein, James Coburn et Kris Kristofferson. Physiquement, je trouve qu'il y a vraiment une incarnation très 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 forte, avec ce côté un peu croque-mort de James Coburn, un peu raide, etc., qui quelquefois en fait montre un autre visage, hein, donc dans des moments qui peuvent être un peu malaisants, notamment je pense au passage des prostituées, mais on en reparlera. Et Kris Kristofferson, donc, qui était, comme vous le savez sans doute, un chanteur de country qui avait pas mal de succès et qui a un visage très juvénile en fait, ce qui je trouve qui sied très bien en fait au personnage. Mais donc originellement en fait sur le personnage, l'incarnation du personnage de Billy, je ne sais pas si je vous l'avais dit avant la séance, mais le scénariste qui avait écrit le scénario, lui il projetait déjà en fait de faire jouer le rôle par Bob Dylan en fait. Et il est vrai que Bob Dylan, en fait, bizarrement, ressemblait beaucoup aux photographies qu'on a de Billy the Kid, contrairement à Kris Kristofferson. Mais bon, Peckinpah n'en voulait pas. Je pense qu'il se méfiait énormément de Dylan. Il le voyait un peu comme une starlette qu'on allait lui imposer, en fait, via le studio. Et donc il l'a pas du tout retenu, mais c'est Dylan en fait qui avait vraiment un intérêt profond pour cette période et qu'on peut entendre dans certains albums comme John Wesley Harding en fait, où il s'intéresse beaucoup au hors-la-loi, etc. de cette période. Et il voulait absolument tourner avec Peckinpah, l'histoire l'intéressait. Et c'est lui qui a fait des pieds et des mains donc, pour arriver sur le tournage. Il a composé de la musique qu'il a jouée à Peckinpah en arrivant. Et là, Peckinpah en fait était totalement conquis en fait par la musique. Enfin, Bob Dylan l'a fait pleurer. Enfin, c'était un truc quand même très très fort. Et c'est pour ça que vous entendez de la musique tout le temps aussi dans le film. C'est que je pense qu'il y a quelque chose de qui a touché profondément Peckinpah. Et il lui a écrit un rôle sur mesure en fait, en plus de tous les rôles qui étaient écrits dans le scénario. Et c'est ce rôle donc au début qui devait être celui, je ne sais pas si vous avez bien repéré, quand Billy s'évade de prison, on voit donc Bob Dylan sortir d'un journal qui est le Lincoln
Gazette ou je sais pas quoi, et donc il a son tablier d'imprimeur, et il va ensuite quitter le tablier et décider de suivre Billy. Et l'idée de Peckinpah, semble-t-il, c'était de faire de ce personnage un journaliste en fait, qui suit les exploits de Billy pour en rendre compte. Mais en fait, on voit bien que quasiment tout de suite, c'est pas le cas en fait. Le personnage en fait se joint à la bande. Il a un nom alias en fait qui est l'équivalent de pas de nom. Quelqu'un qui est voilà une espèce de présence qui est très très belle parce qu'elle est, moi, elle me fait penser un peu à une sorte d'ange gardien quoi. Une personne qui est là en fait. Qui est bienveillante, qui l'accompagne, qui est toujours là au bon moment d'ailleurs, qui va lui sauver la mise à un moment donné quand il est attaqué là dans le fort. Ouais, je trouve ça très très beau. Et donc avec avec cette musique aussi qu'il a composée, et je trouve ça chouette aussi qu'il n'ait pas, à aucun moment on voit Bob Dylan avec une guitare ou un harmonica, si vous voulez. Il aurait très bien pu glisser une séquence où on le voit jouer un petit peu. Mais pas du tout. Et quand on voit le film, je trouve ça très beau en fait d'avoir cette espèce de double présence un peu fantomatique à l'écran et en même temps constamment présente à travers la musique. Et vous avez sans doute reconnu effectivement son tube Knocking on Heaven's Door, qui est devenu un grand succès, malheureusement bien après la sortie du film, donc ça n'a pas profité au film. Ben voilà, il y a une anecdote assez amusante parce que dans les paroles, qui étaient malheureusement pas traduites ici, mais Knocking on Heaven's Door, en fait, ça reprend certaines lignes de dialogue à droite à gauche, mais il y a aussi une ligne de dialogue où il dit en fait it's getting dark to see, donc il fait noir, on voit plus rien, etc. En fait, il y a beaucoup de témoignages qui disent que cette ligne de dialogue, en fait, elle vient directement de la scène que je vous ai racontée où Peckinpah a pété un plomb en voyant que les images étaient trop sombres et où il a pissé sur l'écran. Enfin bon, il y a vraiment des gens qui témoignent de ça, quoi. Donc c'est assez amusant en fait de voir l'origine de certaines paroles, mais en tout cas voilà, cette chanson est très belle et il faut savoir qu'elle n'était pas présente dans la version de Peckinpah quand il a monté le film, mais c'est une des plus belles séquences avec le couple de shérifs, hein, quand il se prend une balle dans le ventre et qu'il va mourir au bord de la rivière, quoi. Ça, je trouve ça absolument magnifique, quoi. Et puis alors j'espère que vous avez reconnu donc l'apparition de Sam Peckinpah. Je sais pas si vous avez repéré. Ouais, effectivement c'est à la fin, juste quand Garrett en fait s'avance pour rejoindre la maison où est Billy. En fait, c'est lui qui joue le croque-mort en train de préparer un cercueil, et il lui dit t'as enfin trouvé où il était, bon bah vas-y maintenant. Et puis dans des versions un peu plus longues, en fait, il lui dit, je crois qu'il l'insulte, il dit vas-y espèce de fils de pute, fais ce que t'as à faire, quoi. Mais bon, ce qui est amusant, c'est qu'il refuse le whisky, parce qu'à mon avis c'était le seul moment du tournage où il a dû le refuser. Mais vous remarquerez qu'en fait c'est peut-être difficile à voir parce que c'est assez rapide dans la version que vous avez vue, mais en fait il est en train de préparer un cercueil d'enfant, quoi. Donc si vous voulez, c'est évidemment symbolique, quoi. Il y a évidemment cette note de Peckinpah de dire qu'il est un petit peu le type qui va enterrer le western en grande pompe aussi, hein, quelque part. Et puis qu'aussi son métier c'est la mort, quoi. Bah, ça on en reparlera, mais c'est quand même un peu le grand sujet, quoi. Voilà, ce qui nous amène peut-être, puisqu'on parle de la mort, etc., bon, on va forcément parler de la question de la violence, quoi, finalement, dans le film. Encore une fois, si vous avez vu les autres films de Peckinpah, c'est loin d'être son film le plus violent, ni le plus, controversé, quoi, je veux dire, le plus choquant. Oui, quand on voit La Horde sauvage, évidemment, il y a des séquences vraiment paroxystiques, quoi, de fusillade. Les chiens de paille, j'en parle même pas. C'est un film qui aujourd'hui encore pose problème. Puis voilà, donc c'est un film qui peut paraître relativement sage, mais qui fait quand même bel et bien partie de la filmographie de Peckinpah, qui est un film majeur, je pense, dans sa filmographie. Et par rapport à la question de la violence, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts dans le film, quoi. Je voulais juste dire que il y avait peut-être qu'il appuyait moins en fait sur la violence que dans d'autres films. Non, ce que je voudrais expliquer à ce moment-là, en fait, c'est
C'est le fait que chez Peckinpah, finalement, la lecture en fait l'interprétation de la mythologie de la conquête de l'Ouest et le rapport à la violence qu'elle a entretenu, en fait, est pas du tout celui qu'on connaît habituellement. C'est-à-dire que dans les westerns classiques, l'usage de la violence, en fait, est toujours justifié. C'est-à-dire qu'en général, s'il y a usage de la violence, en tout cas par le héros, en fait, c'est pour faire, si vous voulez, défendre la communauté, défendre un troupeau de bétail qu'on veut amener à tel endroit, défendre une famille, une femme, etc. Et puis, plus généralement, en fait, défendre l'avancée, justement, de la civilisation dans la conquête de l'Ouest. Là où Peckinpah, en fait, prend le contre-pied de ça, c'est que pour lui, en fait, la violence, en fait, n'a pas comment dire, elle n'a pas de sens historique dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire dans son cinéma, c'est que la violence, en fait, elle est intrinsèque à la personne humaine et elle était là bien avant, si vous voulez, sa justification dans la conquête d'un territoire. Et en ça, c'est assez quand même subversif comme discours, puisque, en fait, en gros, si vous voulez, Peckinpah nous dit que voilà, toute cette histoire de la violence justifiée parce qu'il fallait faire avancer la civilisation, la conquête de l'Ouest, c'est n'importe quoi, enfin, c'est du bullshit, quoi. En fait, les hommes ont toujours été violents et cette violence a toujours demandé à sortir. Donc, qu'on s'en serve pour justifier voilà, une conquête de territoire, en fait, c'est de la politique, quoi. Et pour lui, en fait, voilà, c'est quelque chose qui est voilà, intrinsèque à la nature humaine. Et c'est dans le cinéma de Peckinpah, voilà, cette violence, elle a besoin de sortir et elle circule chez n'importe qui, que ce soit les bons, les méchants, entre guillemets, même si ça n'a pas tellement de sens chez lui, mais en tout cas, voilà, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la loi, et y compris chez les enfants. Et ça, c'est un des trucs assez choquants chez lui, mais là, vous avez vu dans ce film-là le moment, comment dire, alors, je reparlerai après de la séquence d'ouverture avec les poulets, parce que c'est un truc quand même, avec les gamins qui vont chercher les poulets, etc., décapités. Mais il y a un moment peut-être qu'on ne perçoit pas bien si on le voit pour la première fois, mais quand Billy est en fait en prison et qu'on prépare la potence, en arrière-plan, en fait, on voit les gamins en train de jouer avec la corde, en fait, voilà. Donc il y a d'autres exemples beaucoup plus probants dans d'autres films. Je pense à La Horde sauvage. Le début, en fait, ça s'ouvre sur des gamins dans la rue qui sont en train de mettre un scorpion sur un nid de fourmis et qui s'amusent à le voir se faire dévorer, etc. Donc il y a souvent en fait des notations comme ça dans Chien de paille aussi, dans l'ouverture, il y a un truc de ce style. Donc il y a cette idée en fait que voilà, enfin, tout le monde est concerné et évidemment les enfants aussi, quoi. Et alors, ce qui m'amène en fait à commenter une séquence qui a posé beaucoup de problèmes au studio, pas parmi d'autres, mais je ne sais pas si vous vous souvenez le moment où Pat Garrett s'est installé en fait pour faire son bivouac au bord de la rivière. Et puis, bon, il est tranquille et il voit arriver en fait un espèce de radeau avec une famille et il y a un gamin qui jette des bouteilles et le père tire dessus, quoi. Et donc Pat Garrett sort son pistolet et il se met à tirer lui aussi sur les bouteilles, un peu comme une espèce de concours, voilà, de tir. L'autre s'imagine qu'il tire sur lui, il braque le fusil, etc. Donc ils finissent par se braquer l'un l'autre. On comprend pas très bien où ça va. Puis finalement, on voit que la tension retombe et puis ils repartent. Quand le studio a vu ça, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire cette séquence ne veut rien dire, ne sert à rien. Et la réponse de Peckinpah, ça a été c'est de la violence existentielle. Donc ça a fait rire beaucoup de monde en fait, mais en même temps, je pense que c'est très comment dire, c'est très juste en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une illustration de voilà, on a besoin en fait de faire sortir la violence qui est en nous, et toutes les occasions sont bonnes, et c'est quasiment par jeu là en fait, hein, mais il y a vraiment quelque chose de voilà finalement d'assez cool aussi, quoi, de tirer sur des trucs, quoi. Donc ça peut paraître peut-être un peu idiot, et en même temps, voilà, c'est, je pense, une conviction chez Peckinpah qu'on a tous ça en nous, en fait, et que ça demande qu'à sortir, quoi.
Ouais, on peut dire que chez lui, la violence est une sorte de pulsion, en tout cas, qui n'a pas de, pour résumer, qui n'a pas de sens historique. Et c'est ce qui peut choquer, je pense, parce que je pense que peut-être partir de là, je vais peut-être terminer sur la question de la séquence d'ouverture, en fait. Vous vous souvenez bien du coup de la séquence d'ouverture où on voit donc on est en 1908, c'est en noir et blanc ou sépia, et on voit donc Pat Garrett dans sa carriole et qui se fait prendre en embuscade finalement, qui se fait assassiner. On comprend que c'est par ses anciens employeurs en fait. Et puis en montage, alors c'est pas un montage alterné, c'est une espèce d'intrication en fait de plans. On voit en fait la scène à Fort Sumner, donc 20 ans, 30 ans plus tôt, où Billy est en train de tirer avec ses potes sur des poulets pour les décapiter en fait, et les gamins viennent les chercher pour les manger. Parce que c'est une scène quand même de cruauté animale en fait qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Hein. C'est un truc, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Bon, moi quand je vois le film, je suppose que c'était des pratiques courantes à l'époque. Je sais pas, et je pense qu'ils les ont mangés. Donc bon, mais c'est de toute évidence une cruauté de toute façon. Mais encore une fois, voilà, une violence en fait qui est appliquée par jeu. Mais ce qui est très intéressant dans cette séquence, évidemment, c'est le montage, que je trouve absolument époustouflant. Et Peckinpah excelle quand même dans cet exercice. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le moment en fait, où Pat Garrett se fait tirer dessus, en fait, c'est Billy qui tire. En fait. Donc le montage en fait, fait en sorte qu'on voit Billy tirer et Pat Garrett recevoir une balle, donc à 30 ans de distance. Puis après il y a des échanges de coups de feu, tantôt les coups de feu partent sur les poulets, tantôt ils partent sur les personnages, et on ne sait plus très bien en fait qui tire sur qui, alors qu'en fait on a deux séquences qui sont à 30 ans d'intervalle et qui n'ont pas de lien entre elles. Le lien il est fabriqué uniquement par le montage, donc il y a une sorte on pourrait avoir une impression de gratuité, et en même temps ce qui est intéressant je crois en fait dans cette séquence, c'est pas tellement, je pense, de suggérer quelque chose de symbolique, comme peut-être une vengeance posthume de Billy the Kid qui tire sur Pat Garrett. C'est plutôt en fait l'idée que finalement, là, encore une fois, la violence en fait est présente à ces deux moments. Elle concerne deux types de personnages différents, et en même temps, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est de la violence. Et c'est pour ça qu'elles sont mises en rapport, à mon avis. C'est-à-dire que vous avez en fait à la fois un montage qui rapproche des images qui ne devraient pas être rapprochées, qui les fait raccorder, parce que quand on voit quelqu'un tirer et quelqu'un tomber, on associe les deux images, mais ce n'est pas des images en fait, qui devraient être associées. Donc en fait, c'est assez chaotique, ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire que chez Peckinpah, on a quand même souvent ça. En tant que spectateur, en fait, on a du mal à faire du tri en fait, dans le chaos d'images qui nous est présenté. Et en même temps, c'est monté d'une manière absolument brillante. Et il me semble qu'on arrive quand même très bien à suivre tout ce qui se passe, quoi. Donc c'est un cinéma en fait, qui va, je crois, en permanence en fait, travailler des effets de raccord, de continuité, et en même temps des effets de rupture. C'est-à-dire que chez Peckinpah, comme je vous disais, en fait, il y a une espèce de défiance en fait, envers tout ce qui rassemble les hommes, la communauté, je vous disais, la civilisation, la loi, tout ce que vous voulez. Et en même temps, chez lui, en fait, tout peut se fracturer en fait, tout le temps. Et même quand on est deux, en fait, finalement, c'est très compliqué. La seule manière qu'il a de rapprocher deux personnages, en fait, c'est par le Billy et Pat, c'est par le montage. Et donc on est chez lui en fait toujours finalement en danger de rupture, et en même temps il y a cette tendance aussi en fait chez lui qui cherche à rapprocher les choses. Donc il y a voilà, une espèce de conflictualité qui fait, je crois, la richesse de son cinéma, qui n'est pas juste un truc nihiliste, parce qu'il me semble que c'est un terme qui a souvent été employé pour Peckinpah, un cinéaste nihiliste en fait, qui est fasciné par la destruction, etc. Ce qui me semble pas vrai, parce que sinon en fait, il serait pas capable de produire des montages en fait, aussi précis
et qui arrive en fait à élaborer en fait de tels rapprochements. Donc on a effectivement voilà, ces scènes de montage très violent, et la violence en elle-même. Alors ça, donc ce type de montage est vraiment une signature du style de Peckinpah. Et dans les ordres d'idées, en fait, il y a une signature qui est typique de Peckinpah, c'est celle du ralenti. On en voit donc notamment dans cette séquence du début, et on en voit un peu à la fin, notamment la mort de Billy, un très beau ralenti quand il tombe. Et ça, c'est vraiment un trademark de Peckinpah qui a été beaucoup repris et beaucoup critiqué aussi, parce que il y a beaucoup de gens en fait qui voient ça comme étant voilà, une spectacularisation de la violence totalement gratuite et un peu obscène, si vous voulez. Pourquoi s'attarder en fait sur des corps transpercés de balles avec des jets de sang, etc. Enfin, il y a un côté parfois pour certaines personnes insupportable. Mais bon, alors par rapport à ça, je crois qu'il ne faut pas, encore une fois, aborder le cinéma de Peckinpah sous l'angle de la morale. Parce que si on fait ça, finalement, on est obligé de prendre parti, et donc c'est plus possible. C'est-à-dire que bon, un film comme Les Chiens de paille, par exemple, c'est pas possible de le regarder sous l'angle uniquement moral. Parce que Peckinpah, en fait, lui n'a pas un point de vue moral, et il a juste un point de vue en fait sur voilà comme je vous disais, la présence de la violence, la présence du chaos et les facteurs d'unité qui peuvent éventuellement exister quand même. Donc moi je trouve que ces fameux ralentis, je trouve absolument magnifiques, et je trouve même émouvants en fait. Alors je sais pas, peut-être que vous n'avez pas du tout ressenti ça, mais en tout cas moi voilà, c'est l'effet que ça me fait, et je me dis mais pourquoi finalement d'une certaine manière, c'est que comme je disais, il y a la question de la mort chez Peckinpah est quand même quelque chose de capital. Et cette façon de filmer les corps au ralenti quand ils vont chuter, puisque c'est en général le ralenti intervient au moment de la chute des corps, et c'est très très beau, parce que finalement ça les installe dans un moment d'apesanteur. Et moi je trouve qu'esthétiquement, il faut bien admettre que c'est un moment de grâce quand même. C'est-à-dire que les corps n'ont jamais l'air aussi libres que de flotter en fait dans ce moment de ralenti. Sachant que peut-être que l'extrême en fait de ce ralenti, ça serait l'arrêt sur image. À un moment donné, vous avez au début dans le générique des arrêts sur image qui sont alors dans la partie où il y a les titres. Originellement, en fait, le montage de Peckinpah, le générique où vous voyez apparaître les noms, les acteurs, etc., était mélangé avec la séquence de début. C'est-à-dire qu'il y a un montage absolument brillant où vous avez l'intrication des deux époques, un montage qui rapproche de manière très violente, chaotique les deux périodes, et qui en même temps produit des arrêts sur image sur lesquels apparaissent les noms des acteurs, qui est donc un truc magnifique. Ce que je veux dire, c'est que l'arrêt sur image, en fait, c'est le moment justement où peut-être on se libère de la mort chez lui. C'est-à-dire que non seulement on devient une icône, etc., et peut-être on devient une légende aux yeux de Peckinpah, mais il y a, il me semble, cette qualité de l'arrêt sur image qui est finalement de mettre fin en fait à l'outil cinématographique, puisque je l'avais déjà dit ici, mais et ça me semble assez pertinent dans le cas du western. Le cinéma, en fait, c'est un outil d'enregistrement de la réalité, c'est un outil qui enregistre le temps, c'est-à-dire je l'avais déjà cité, mais le temps qui est la mort au travail, en fait. Donc il y a quelque chose d'intrinsèquement, si vous voulez, morbide, en même temps que c'est une représentation de la vie, mais il y a aussi quelque chose, si vous voulez, de l'enregistrement du temps qui passe, et donc de la mort qui progresse, quoi. Et donc c'est pour ça que chez Peckinpah, il me semble que c'est peut-être pour ça que je trouve les ralentis émouvants et les arrêts sur image en plus, c'est qu'il y a cette tension vers quelque chose qui pourrait en fait s'arrêter, mais qui ne serait plus le cinéma, et qui ne serait plus la vie non plus. Mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le film. Je crois que j'ai parlé trop longtemps encore. Mais après, je ne sais pas si vous avez peut-être des remarques. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu peut-être votre ressenti aussi. On vit plus du tout la même époque, quoi. Je veux dire que l'époque qui a fabriqué ce type de film,
la manière de représenter peut-être la violence, en fait, peut continuer à être un peu choquante, peut-être, je sais pas. Et une autre dimension que je pense qu'il faut peut-être évoquer, et ça j'aimerais bien aussi avoir votre ressenti, c'est sur le côté très machiste en fait, de l'univers de Peckinpah, quoi. C'est quand même un univers d'hommes dans lequel les femmes ont peu de place. Voilà, ça peut le dire dans celui-là. Alors par contre, si on regarde Guet-apens, c'est pas du tout le cas. Il y a un très beau couple dans Guet-apens, et je trouve que le personnage féminin est très très beau. Mais là, c'est pas du tout ce qui l'intéresse, quoi, de toute façon. Donc je me dis finalement, est-ce qu'il y a un regard féminin sur ces films? Est-ce que c'est acceptable, insupportable? Est-ce que non, vous voyez un peu l'intérêt du film? Est-ce que vous trouvez quand même ça beau ou pas? C'est une question que je me posais en fait par rapport à ça. Mais enfin, je dis ça en même temps, ça vient pas de nulle part. C'est déjà à l'époque, hein, Peckinpah avait quand même des problèmes, beaucoup de reproches à ce niveau-là, et des reproches quand même souvent justifiés. Hein. Dans sa vie personnelle, je pense que c'était vraiment un sale type en fait avec ses compagnes. Bon. Ah oui, vas-y. Ouais. Merci. En fait, j'ai deux questions. Pour faire plus large, on l'a évoqué tout à l'heure sur Peckinpah en général. C'est vrai que c'est plus du tout la même époque. Moi, j'avoue que les années 70 me manquent beaucoup à ce niveau-là en termes ciné. Mais par rapport aux femmes, comment il les filme, ou comment il les conçoit, il y avait déjà Chris Christopherson dans une scène de « Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia ». La femme qui accompagne le héros, Warren Oates, ouais. Elle se fait violer par Chris Christopherson. Ouais, ouais. Et là, déjà, c'est qu'elle se fait violer, mais pour éviter qu'ils se fassent tous les deux tuer, elle accepte son viol. Enfin, c'est très très bizarre. Oui, oui. Et encore pire, ce qu'on a évoqué, je crois que ça a hurlé à l'époque, c'est carrément dans Les Chiens de paille, ce fameux viol de la femme de Dustin Susan George, l'actrice, ouais. C'est ça. Donc c'est vrai que... Oui, alors, je ne vais pas rentrer dans Les Chiens de paille parce que ça va être compliqué, mais c'est vrai que par contre, c'est extrêmement compliqué en fait de voir le film aujourd'hui sans avoir justement un regard moral en fait, parce que c'est normal en même temps d'avoir ce réflexe, je ne veux pas dire le contraire, mais voilà, il me semble qu'on passe à côté si en fait on a ce regard-là, parce que Peckinpah, si vous voulez, il nous montre un peu comment dire. Il a besoin de montrer en fait, si vous voulez, tout et son contraire de cette manière, c'est-à-dire voilà, ce qui est facteur d'unité, ce qui est facteur de chaos, et ce qui est insupportable, à savoir l'idée que cette femme, donc dans Les Chiens de paille, finalement est au final éprouvé du plaisir finalement suite au viol. C'est ça en fait le problème, quoi. Et qui est insupportable. Mais il y a en même temps l'horreur du viol, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de justifier le truc, quoi. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il nous montre les deux à la fois. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est juste pour souligner ça, en fait, que ça serait absolument dégueulasse s'il n'y avait que ça. Non. Mais c'est pas le cas. Donc bon, après... T'as évoqué la chose, alors je me suis permis de faire le lien. Sûr, ouais. Et vu qu'on est dans le western, pardon, je reviens sur le western, et Peckinpah précisément, tu as évoqué tout à l'heure avant une histoire de potentielle trilogie, Coup de feu dans la Sierra, moi ça fait très longtemps, donc j'ai plus tous les détails, La Horde sauvage bien sûr, et celui-là, et je fais le lien sur le personnage vraiment de Pat Garrett avec le personnage de Robert Ryan dans La Horde sauvage, puisque en fait c'est un ancien hors-la-loi qui faisait partie de la bande et qui se met de l'autre côté, mais on sent que c'est très ambivalent, il ne sait pas s'il fait le bon choix, etc. Ouais. Et c'est ce choix de scénario, le lien qu'il a pu faire. C'est le même genre d'histoire, hein, tout à fait. Sauf que là, c'est traité différemment parce qu'on est vraiment sur le mode, pour le coup, complètement mélancolique, parce que, lui a pressenti que la grande époque de la liberté des étendues de l'Ouest, etc., était terminée, et en fait il a fait le choix de trahir en fait cet idéal-là, comme vous avez vu, en se soumettant aux puissances d'argent, ceux qui en fait allaient prendre
possession et maîtriser en fait ce territoire, les Chisholm, enfin tous les gens qui sont évoqués, le Santa Fe Ring, etc. Et on voit bien de toute façon avec son côté, je vous disais, son côté croque-mort, enfin il a déjà un pied dans la tombe au sens, pour le coup, au niveau de l'orgueil, quoi, si vous voulez. Enfin c'est quelqu'un qui essaye de prendre le train de la modernité, qui est quelque chose d'inéluctable, mais qui le regrette infiniment en fait. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est qu'on sent bien que tout le film est fait là-dessus, quoi. À la limite, j'ai même envie de dire que son personnage est peut-être plus intéressant que celui de Billy, parce que il a beaucoup plus de contradictions en fait en lui. Ouais. Oui, tu voulais un point de vue féminin justement. Alors sans entrer dans le féminisme exacerbé, mais je trouve que les femmes sont filmées d'une manière vraiment très très machiste. Il y a la scène justement où Pat Garrett il interroge la prostituée, où il la gifle, c'est subi. J'ai l'impression que c'est filmé de manière à ce que ce soit comique, mais c'est pas drôle. Ah ouais, non, d'autant pas trouvé côté comique. Elle s'en remet juste après, elle sourit, et les copines qui viennent. Ouais. Moi, ça m'a méchamment surprise en fait. C'est pas drôle. En même temps, le personnage de Pat Garrett, il a ça en lui en fait de sadisme en fait qui ressort. Et d'ailleurs. Pas que envers ces prostituées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, la scène du bar en fait où il y a les copains de Billy qui viennent boire un coup. En fait, il se comporte d'une manière franchement dégueulasse, quoi. Je veux dire, il le pousse en fait il pousse un type à sortir son flingue, il le descend, etc. Il les humilie. Et en fait, on sent bien qu'il y a de la frustration chez lui en fait de plus être comme eux. Et donc ça, moi, je le comprends comme quelque chose, voilà, qui ressort sous forme de sadisme en fait. Je comprends comme ça un peu la scène avec la prostituée, c'est-à-dire qu'il a sa jouissance justement, c'est de lui faire du mal, ce qui est facile pour lui, effectivement. Mais je ne crois pas que ça soit montré de façon comique et quand même, elle a une façon de lui résister, je trouve, qui est pas si mal. Maintenant, bon, voilà, c'est effectivement un point de vue très masculin, mais je sais pas si c'est pour autant totalement, si vous voulez, disqualifiable, quoi, pour ça, je dirais. Enfin, voilà, je trouve pas que ça disqualifie ces films, quoi. Mais on aura dans le cycle, on aura quand même, on a eu Johnny Guitar, bien sûr, mais on aura à la fin un film de Kelly Reichardt, quand même, un film de femme qui a fait un western. Voilà. Oui, tu disais, Jean-Paul, tout à l'heure sur le personnage de Pat Garrett. Je partage ton avis, il est plus intéressant que Billy, parce qu'il est beaucoup plus ambigu. Et puis je voulais te faire réagir sur l'une des scènes de la fin, où quand il tue Billy, il se voit dans la glace et il tire. Comment tu l'interprètes ? Moi, de façon, ça me semble assez évident, mais oui, peut-être qu'il y a eu d'autres interprétations. Mais en fait, c'est une espèce de détestation, ce qu'il est devenu. Exactement. Il me semble que le truc est assez évident, mais reste très beau. Mais c'est beau, je trouve, parce que c'est très symbolique. C'est là où on comprend qu'il a basculé et il l'aurait pas voulu. Mais ce que je trouve encore plus beau, en fait, c'est quand il va s'asseoir sur pas le rocking chair, la balancelle. Et qu'il attend toute la nuit en fait, et que tout le monde reste là. Enfin, il y a un côté veillée funèbre, en même temps de digérer ce qu'il a fait en fait, qui est impardonnable, quoi. Donc, et puis ce que je trouve aussi, c'est que beaucoup des personnages sont des faire-valoir en quelque sorte, et ça reste une très belle histoire d'amitié, très ambiguë aussi. Mais je trouve que c'est une belle histoire d'amitié derrière cette violence, derrière. Et en même temps, vous remarquerez que ce que j'essayais de dire aussi, c'est que cette amitié-là, finalement, elle est tout le temps évoquée au passé, mais en fait, elle n'est jamais dans les faits. C'est-à-dire qu'elle est uniquement construite par le montage, en fait, et le rapprochement dans l'alternance de l'un à l'autre, avec, au début, effectivement, ce rapprochement entre les époques, quand je détaillais la séquence de montage, d'ouverture. Mais ça, c'est aussi typique, je pense, de Peckinpah, en fait, c'est-à-dire de souhaiter en fait cette espèce de communion en fait d'état d'esprit entre les deux, et en même temps cette impossibilité de les rapprocher, quoi. C'est un cinéma qui a un problème avec le raccord, de toute façon, en général, et ça se fissure inéluctablement, et on regrette infiniment toujours en fait le fait que ça se fissure, quoi. Et le film, j'ai l'impression, passe son temps à faire ça.
Et oui, c'est beau parce que c'est mélancolique et que c'est aussi, je sais pas, parfois comme ça dans la vie, je sais pas, mais en tout cas, ouais, voilà ce que je pourrais dire. Non, moi je voulais réagir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que ça évoquait comme sentiment aujourd'hui. Moi je trouve que c'est assez intemporel. Le film a très peu vieilli finalement pour un film des années 70 en termes de traitement ou même de jeu d'acteurs, de musique. Et je trouve que c'est quand même un film assez politisé, assez anticapitaliste, et donc je trouve que ça se représente bien dans le contexte actuel avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. La première fois que je l'ai vu, j'avais 14 ans, et je me souviens que ça m'avait marqué parce que je m'étais dit il y a des gens qui sont un peu anticonformistes et qui ont envie de faire les choses un peu différemment et qui sont un peu en dehors de la société capitaliste et de la société de consommation, et c'est comme ça que je vois un peu Billy et sa bande. Et d'ailleurs, en fait, il y a Chris Christopherson qui est un chanteur de country et qui est très célèbre, mais beaucoup de second rôles dans le film sont aussi des acteurs, enfin des chanteurs, qui ont fait partie d'un mouvement contestataire de la musique country qui s'appelle la Outlaw Country ou quelque chose comme ça, qui était plutôt démocrate, plutôt de gauche, plutôt engagé politiquement. Je crois qu'il y a certains acteurs qui faisaient partie du groupe de Chris Christopherson. Ouais, c'est ça. Et puis il y en a qui ont eu des carrières solo, et il y a aussi l'actrice principale qui s'appelle Rita Coolidge, je sais pas comment prononcer, qui est une grande chanteuse et qui a sorti des albums en solo et avec Chris Christopherson qui ont été des tubes monstrueux. Oui, je sais pas si vraiment Peckinpah était quelqu'un de contestataire au sens vraiment politisé. J'ai l'impression que chez lui il y a vraiment un côté comment dire, refus en fait du gouvernement, de la loi, de tout ce qui va être imposé d'en haut, si vous voulez. D'où son rejet absolu en fait de la production qui va lui dire quoi faire, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus construit que ça. Il y a un côté un peu peut-être libertarien en fait, en gros cette idée de liberté absolue qui consiste effectivement dans son rêve à lui à faire ce qu'on veut en fait dans un endroit libre. Mais bon, quand on va dans ce sens-là, ça peut être aussi problématique. Politiquement, ouais, Sam Peckinpah, je saurais pas trop quoi en faire au-delà, en fait, si vous voulez, de son, comment dire, de son côté un peu anard, mais de droite, quoi. Comment dire, quoi. Par exemple, il marche plus le micro là. Je crois qu'il avec Clint Eastwood par exemple, c'est quelqu'un qui est sur l'échiquier politique français, si on le compare, il est à l'extrême droite, et il a fait des films par exemple contre la peine de mort, alors que lui il est pour la peine de mort. Je pense que Sam Peckinpah peut faire un film un peu de gauche malgré lui sans le vouloir vraiment, quoi. Oui, le film peut rentrer en tout cas dans la catégorie des films de l'époque qui effectivement jouaient en fait du côté de la contestation de fait par leur système de représentation. Pardon. Il y a un truc que tu n'as pas évoqué, il me semble, c'est tout ce rapport dans le film, mais en sous-entendu un peu, à ce que tu dis. Enfin, il y a le côté de la violence, elle n'a pas à s'expliquer, en fait, elle existe, et elle peut se révéler chez les uns et les autres. Et derrière, la question de moralité, on l'a vu, elles peuvent se porter par les individus eux-mêmes, par exemple quand Pat Garrett se tire dessus parce qu'il est un peu dégoûté de lui, mais au-delà de ça, il a un discours à un moment donné quand il est justement avec comment il s'appelle, le Pou, là, celui qui se retrouve le seconder et dont il ne veut pas comme second, dans lequel il lui dit arrête de parler de gens que tu connais pas qui sont dans mon territoire, et que la différence entre Billy et moi, c'est que moi je veux vivre vieux ici, lui il veut pas. Mais je juge pas, tu vois. Il y a un truc qui est vraiment... alors je sais pas si ça rentre dans la logique libertaire ou ce qu'on tu veux, mais il y a quelque chose qui est assez fort en disant on n'a pas de leçons à prendre. Et il y a aussi un truc... Et pas de compte à rendre, en fait. Voilà. Et il y a un côté qui est très lié à une dimension, je dirais, à la religion, même si on ne la voit pas. D'ailleurs, Billy the Kid, il a un côté très christique, en fait, de la manière dont il est filmé. Ne serait-ce que la scène de fin, quoi. Je
trouve que enfin, la manière dont il est tué, avec les bras machin, il tombe, etc. Et puis avec l'impact ici, et même d'autres morts, quoi. Tu vois, quand t'as Paco là, que Billy justement vient sortir et mourir, machin, il le détache, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est assez troublant vis-à-vis de ça. Et derrière tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un contre-pied, pas forcément voulu, mais dans la même époque, dans l'époque Nouvelle Hollywood, où on a eu Scorsese, etc., la question de la rédemption, elle est vachement forte tout le temps. Ça, c'est Paul Schrader. Hein. Ouais. Mais chez lui, on a l'impression de dire que c'est pas possible la rédemption, en fait. Il y a quelque chose d'impossibilité. Ouais. Croire qu'on va se sauver avec ça, c'est des conneries, quoi. Oui, je pense qu'on est. Moi, pour le coup, oui, je suis d'accord. On peut voir des symboles christiques quand il écarte les bras au début, que se faire arrêter, etc. Ça me semble presque parodique, en fait. Il y a le moment où il y a le shérif un peu sadique en prison qui veut lui faire réciter une prière, etc., et qui a chargé son fusil avec des pièces, là. Et à la fin, il lui tire dessus, il dit garde la monnaie. Mais je pense plutôt que la religion n'a pas trop sa place, il me semble. Et même symboliquement, j'ai un peu du mal, en fait, à voir des liens, en fait. Je trouve elle a sa place au sens où il l'éjecte volontairement. Ah oui, d'accord. Tu vois, il montre des aspects religieux en disant non. Oui, parce que ça fait partie de la mythologie de l'Ouest, etc. Et oui, ça fait partie. Et de la même manière que le côté on pourrait penser comme politique entre. Moi, je trouve que c'est traité de telle manière où en fait tous les personnages, ce sont des personnages de la vraie vie qui peuvent passer à un moment donné d'un camp ou de l'autre. Mais en même temps, à un moment donné, ils seront quand même rattrapés et trucidés malgré tout. Et en fait, les vrais méchants, tu les vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois un tout petit peu le... Oui, c'est le repas avec Jason Robards. Exactement. Tu les aperçois, mais tu les vois pas. Ouais. Tu vois, il a une manière d'évacuer, en fait, des trucs qui enfin, est-ce qu'on peut dire que ça l'intéresse pas, je sais pas. Mais en tout cas, lui, ce dont il parle, c'est pas ça. C'est des vrais gens dans leur qui se démerdent comme ils peuvent dans leur vie, quoi. Et moi, il me semble que le film, pour le coup, il est. Alors, j'ai beaucoup parlé de mort, en fait, dans le film, mais quand même, ce qui caractérise Billy, c'est sa capacité justement à être en vie, en fait. Contrairement les personnages comme Pat Garrett, tout en noir, etc., qui sont un pied dans la tombe, et tous les personnages qui sont du côté du Santa Fe, etc., le tueur à gages, Poe, c'est vraiment des figures complètement dénuées de vie, en fait. On sent que c'est des gens qui sont vides, en fait, de l'intérieur, qui n'ont pas d'autre pulsion que le sadisme ou la question de l'argent, etc. Là-dessus, il me semble que le film est assez explicite, quoi. Donc voilà, je sais pas si on s'arrête là. Merci beaucoup, et j'espère que vous viendrez voir donc le mois prochain Keoma, qui est donc un retour au western italien sur la toute fin de la période du western italien. Un film réalisé par Enzo G. Castellari, qui est plutôt un réalisateur habitué de la série B italienne, mais qui nous donne là en fait un western italien absolument flamboyant et spectaculaire, avec Franco Nero. Donc j'espère que vous viendrez. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.